caches-tu, Eric? Salut! Petit coin secret, comment ça va? Ça va et toi? Tu admires la vue? Oui, mon petit coin secret là. C'est Bien. beau, dis C'est donc. quoi? Cela dit, tu la connais bien cette vue. Ça fait combien de temps que t'es installé ici, toi? Ah, ça fait à peu près 19 ans. Ah oui, bah t'es chez toi. Oui, je suis chez moi. C'est oui, chez ça toi. fait presque une vie, quoi. Ouais. Ici à Cancun, on est au nord-est de la péninsule du Yucatan, hein, dans l'état du Correct. Quintana Roo, c'est ça? Cancun, c'est vraiment maintenant le symbole du tourisme de masse. C'est un peu le pendant, la petite sœur de Acapulco, hein, qui est sur la côte pacifique. C'est une grosse ville très touristique. C'est exactement ça en fait, Ouais. parce qu'il y a eu la crise pétrolière dans les années 70 et le pays a décidé de créer un lieu pour de l'argent, il faut gagner de l'argent, donc ils ont créé cet endroit. Ils ont cherché dans tout le pays le meilleur endroit. Et ils ont trouvé 2 endroits qui correspondaient à leurs expectations, c'est-à-dire ici, Cancun, et Tulum un peu plus loin. Alors bah écoute, Tulum, moi j'irai un petit peu plus tard, puis tu vas me raconter ce que tu fais de beau ici. On profite un peu de la plage. Ouais, ça va marcher. Tu as 20 km de plage Ouais. pour te balader. Un petit peu la dichotomie de Cancun, en fait, c'est-à-dire la partie nature, la mer, le sable, les tortues qui sortent, vraiment la nature au plus beau, et puis les grands édifices de l'autre côté. Raconte-moi alors ce que tu fais ici. Tu es un artiste. Voilà, je suis un artiste, je fais des sculptures, des peintures, mais en fait je vis beaucoup des dérivés de l'art, c'est-à-dire l'art appliqué, la décoration pour les hôtels, on fait pas mal de décoration pour les lobbies, les restaurants, tout ce qui s'applique à l'art. Donc là on est au marché 23. Tu vois, je vais te montrer ça un petit peu. C'est un peu différent de l'idée de carte postale de Cancun. En fait, c'est un des anciens marchés de Cancun qui n'a pas été changé comme beaucoup des marchés qui sont devenus en fait des trucs à souvenir. Il est très Ici, tu coloré, peux très vivant. Voilà, tu peux trouver plein de choses, des choses originales comme le cactus que nous on mange en salade. Ah ouais? Tu le coupes en petites lamelles? Voilà, en salade? le cacao, il y a les mangues là-bas qui sont absolument fantastiques. Merci. Ça, voilà. Bien dulce, Gracias. bien dulce, bien sabroso, mango manililla. Si tu aimes les fruits ici, le marché c'est génial. Merci, gracias. C'est vraiment ici qu'on peut retrouver la vie des Cancunenses. C'est vraiment, on est vraiment loin des plages touristiques là. Hein. C'est très authentique. Oui, tout à fait, c'est bien. C'est un coin pour les locaux. Tu vas trouver perdu parfois un touriste, mais en fait, vraiment, Ouais. les locaux viennent ici acheter tout ce qu'ils ont besoin. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Cet aspect familier, cet aspect agréable. Quand tu penses à Cancun, c'est pas ça, c'est pas ce que tu as dans, Ah non, dans la c'est tête sûr, en général. c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu vois, ça, c'est un des petits ponts de Cancun. Cancun, au début, c'est en fait formé d'une 5 îles qui ont été comblées pour former une grande île qui maintenant a un pont à chaque bout. Alors, on va aller voir ça depuis tout à l'heure. On va monter à la tour et on va voir justement toute la zone hôtelière, cette grande île en forme de 7, depuis là-haut. Hola. Bonjour, bienvenue. Gracias. Gracias. On se demande vraiment où va s'arrêter le développement de Cancun. Hein. Ben oui, ben cette fois c'est l'aspect binaire de Cancun avec le développement et puis l'écologie. Les groupes ici écologistes sont très forts, donc ils arrivent à limiter et à faire cette balance extrêmement fragile entre les deux. Alors on vient ici pour les vacances, pour le farniente, pour le soleil, pour les hôtels all inclusive, hein, tout compris, pour la plage et quoi d'autre? Pour se reposer et Ouais. puis beaucoup, ben, dans 2 semaines tu vas voir des multitudes de gens partout. Ça va être le spring break, donc c'est la fête. Chaque jour, du matin au soir, la file d'attente pour prendre la photo souvenir la plus connue de Cancun ne désemplit pas. 1, 2, 3.
C'est quoi Cancun pour nous? La lune de miel, l'aventure, la romance. Cancun, pour moi, c'est le meilleur endroit pour déstresser. En cette fin d'hiver tropical, les habitants de Cancun, comme les vacanciers présents, profitent des derniers moments de quiétude. Car comme chaque année, au mois de mars, un ouragan d'un genre bien particulier s'abat sur Cancun, le Spring Break. Pendant les 3 semaines des vacances de printemps, des milliers d'étudiants, en grande majorité américains et canadiens, déferlent dans les nombreux complexes hôteliers avec pour seul mot d'ordre faire la fête. Filles et garçons se laissent aller à toutes les folies. C'est mon premier spring break, c'est un super endroit, j'ai plein d'amis, c'est fantastique, tu peux manger, tu peux danser, boire, il y a tout. C'est vraiment fait pour passer du bon temps. Importé au Yucatan à la fin des années 80, ces 3 semaines de libation ont consacré Cancun comme capitale mondiale du tourisme de masse et de tous les excès. Sur près de 20 km, les hôtels gigantesques ont privatisé la quasi-totalité des accès aux plages. Tiziana se souvient du temps où Cancun n'était qu'un embryon de station balnéaire. Quand je suis arrivée en 1975, il n'y avait aucun hôtel nulle part. Je me souviens qu'en voiture, on voyait la mer partout. Il n'y avait pas cette barrière de construction sur la côte. Je me souviens d'un Cancun sauvage, un Cancun plein de mangroves, de forêts et d'animaux. En 1969, on ne comptait que 119 habitants. 50 ans plus tard, ils sont près d'1 million venus de tout le Mexique pour travailler dans les hôtels. Et bien souvent, les Cancunais eux-mêmes ignorent tout de la genèse de leur ville. Ainsi, Tiziana s'est attribué une mission, faire connaître et aimer l'histoire de Cancun à ses propres habitants. Merci de vous être levé un samedi matin tôt pour découvrir l'histoire de la ville dans laquelle vous êtes né. Cette balade guidée est née comme une réponse à une idée fausse qui dit que Cancun n'aurait pas d'histoire, pas d'identité. Parce qu'on la compare toujours aux villes qui ont été construites il y a plus de 400 ou 500 ans. Nous sommes dans la partie la plus ancienne du projet Cancun, où les architectes et les promoteurs avaient installé 3 campements et commencé à faire connaître le projet Cancun pour faire venir les gens. Et les premiers à investir ont été des Mexicains, bien sûr, et des Français du club Méditerranée, qui ont ouvert ici le premier hôtel. Personne ne s'attendait au succès qu'allait connaître Cancun. On nous répète toujours depuis que l'on est petit que Cancun n'a pas d'histoire parce qu'elle est jeune. Mais elle en a plein. Aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses que je ne savais pas. Le soir venu, les Cancunaises aiment se rassembler dans les parcs de la ville pour s'amuser ou pour déguster des spécialités culinaires venues de tout le Mexique. Je vais te prendre un maïs au fromage. Celui-ci? Oui, celui-là, c'est parfait. Ici, c'est le parc des Palapas. Tous ces gens sont des travailleurs de Cancun, ceux qui sont dans l'hôtellerie, les serveurs, les femmes de chambre. J'aimerais inviter les touristes à venir découvrir ce vrai Cancun, fait des gens qui sont arrivés ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Un peu à l'image des cités de la rue vers l'or, Cancun s'est construite sur les rêves de ses nouveaux habitants. Pour Tiziana, Cancun est même la première ville 100% mexicaine, car c'est la seule à ne pas avoir été construite par les conquistadors espagnols.
Cancun, on change un petit peu de décor et tu voulais me présenter un ami, c'est ça? Oui, c'est un aspect un petit peu qui représente le grand tourisme de Cancun, mais aussi l'aspect écologique, la protection de Cancun. Donc c'est Roberto. Roberto, c'est le directeur du Musa, qui est un projet de récif artificiel qui double comme une galerie d'art. Ok. Voilà. Hola, Roberto. Roberto, Sophie. Encantada. Bonjour, Roberto. Enchanté. Comment ça va? Enchanté. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? On a de la chance. Faut que tu m'expliques ce que c'est exactement, le Musa. Est-ce qu'on peut dire que le... Hola, ¿qué tal? Gracias. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand musée sous-marin au monde? C'est le seul musée authentiquement d'art contemporain. Toutes les œuvres ont un message. Pour la plupart, c'est un message de préservation. Il s'agit d'inviter les touristes à voir l'art, à apprécier la nature en découvrant ses œuvres et de laisser les récifs naturels se reposer. Bon, on y va alors? Hein, on va plonger? Listo? Si. On y va. Là, on voit bien que Cancun est vraiment une ville qui est très très étendue. Et puis quand on prend un peu le large, il reste quand même une nature relativement bien préservée. Le panorama, il a changé. En fait, avant, tu avais beaucoup d'édifices assez bas. Maintenant, les édifices sont beaucoup plus hauts. Gracias. C'était vraiment super bien. Hein. C'est vraiment très beau ce qu'on voit. Donc les prochaines œuvres installées ici, ce sont les tiennes. Ben oui, c'est le deuxième pas. Seulement qu'elles ne vont pas être dans cette zone-là. Elles vont être dans une zone un petit peu plus profonde parce que mes pièces sont plus de 4 mètres de haut. Donc j'ai besoin d'un espace plus profond pour pouvoir les admirer. Et si tu veux, je vais t'amener à l'atelier du Musa, où elles sont justement en progrès. Ah bah écoute, avec grand plaisir, on sèche et on y va. Merci beaucoup Roberto. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, on est arrivé à l'atelier. Donc il y a des pièces en construction. Il y a quelques pièces en fait qui forment partie d'un groupe plus grand, comme celui qu'on a vu sous l'eau. Chaque pièce est en fait formée d'un moule pris sur une personne vivante. Il y a toujours plein d'histoires derrière tous ces personnages. Par exemple, si tu prends cette personne-là, qui est en fait une journaliste de la BBC, qui était venue pour interviewer Roberto, qu'on a connu tout à l'heure. Et il lui a demandé qu'elle pose nue pour le musée en tant que modèle. Et voilà, elle est venue, elle est là, elle a joué le jeu, exactement. Heureusement que Roberto, tout à l'heure, m'a pas proposé de poser nue. Tu vois, j'aurais été gênée. Ben, on sait jamais. En même temps, ça aurait été un honneur. On n'a pas encore fini. Donc, avec Roberto, on a commencé avec la première pièce, que tu vois ici à une taille réduite. Et donc là, c'est la taille réelle de la sculpture qui va être immergée. Donc ça te donne une idée à peu près de la taille. Ça, c'est 3,50 m de hauteur par 1,80 m de large, donc c'est une grosse pièce. D'accord. Voilà. Est-ce que tu permets que je laisse mon empreinte sur ton œuvre? Où est-ce que je peux laisser mon empreinte? Là. Voilà, les empreintes. Et ben voilà. Bon, écoute, je te laisse terminer. Moi, j'ai de la route à faire. Il faut que je rejoigne Tulum. Merci beaucoup, en tout cas, Eric. Hein. Et je reviendrai dans quelques années pour voir ton œuvre sous l'eau. Bon voyage.
Ça va? Salut. T'as pas bon voyage? Ouais. Ravi de te rencontrer. J'ai fait un bon voyage, il fait bien chaud. Bonjour, pardon. Sophie? Charlie. Bonjour Charlie, enchantée. Tout va bien. Tu me fais un peu visiter parce que là on est chez vous, tous les deux. Et c'est un très bel endroit, très coloré, au milieu des arbres. Vous avez tout construit tous les deux là? On a tout fait construire. Il y a 13 ans maintenant. On a planté tout le jardin. Mais ça pousse vite, hein? Oui. Mais là on est en zone tropicale. Hein. Pour avoir un jardin comme ça en France, on mettrait des dizaines d'années. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, on ne plante plus rien. Au contraire, on coupe. Parce que ça pousse trop vite. Alors, qu'est-ce que tu as quitté en France il y a 13 ans? Alors, en France, il y a 13 ans... Quelle vie tu as quitté? Alors, j'étais d'une part apiculteur. Donc, j'avais 300 ruches en bio dans le nord de la Nièvre, et vers Saint-Amand-Puisé. Et en même temps, j'étais aussi consultant en politique de la ville. Et le Mexique, on était venu plusieurs fois en vacances. Et c'est vraiment, on avait comme une sorte de lien avec le Mexique et surtout avec les Mexicains. Comment t'expliques ce lien? Qu'est-ce qu'il y avait qui te plaisait ici dans cette culture, dans ce pays? Au niveau de la culture, c'est l'histoire. Ici, c'est un pays, un peu comme en Europe, où il y a de l'histoire partout. Et après, la gentillesse des gens. Les Mexicains, il y a un mélange. Ils sont proches de nous. Bon, ils parlent espagnol, c'est pas très loin du français. Donc vraiment, on se sent bien, on se sent chez nous. Donc après touriste au Mexique, tu es devenu résident mexicain. Résident permanent. Ouais, c'est bien. Tu m'as dit que tu avais quitté ta vie française, mais tu n'as pas complètement quitté ta passion pour les abeilles, si je me trompe. Je suis aussi venue te voir pour ça. Si tu veux, je te laisse t'installer dans ta chambre et après je te retrouve au rucher. Ok, donc ma chambre c'est là, par la là 5, oui, par là. Je trouverai les ruches toutes seules. À tout à l'heure. Qu'elles sont belles. T'es sûr, hein? Je peux m'approcher, je risque rien. Non, elles n'ont pas de dard, donc elles ne piquent pas. Oh bah écoute, donc, voilà une abeille toute douce. C'est une espèce native. Les méliponas, on en trouve dans toutes les zones tropicales. Et donc c'est vraiment l'abeille sacrée des Mayas. C'est fou ça. Oui. Ce dont on est sûr, c'est que les Mayas vénéraient cette abeille-là en particulier. Donc la vraie Maya, l'abeille, elle est là. Oui, c'est ça. Elle est là. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette abeille-là? C'est parce qu'elle était menacée ici au Mexique? Ah oui, elle était sérieusement en déclin. Donc les premières années pour voir une colonie Melipona, c'était vraiment compliqué. Donc on a eu l'idée de créer une association, donc la Fondation Melipona Maya. Donc ici, on a une centaine de ruches dans l'hôtel à Tulum et toutes les colonies sont distribuées dans les communautés mayas avec lesquelles on travaille. Et du coup, elles sont très productives, ces petites abeilles? Non, elles ne produisent pas beaucoup. Une colonie, on va dire en moyenne 1 kilo par an. C'est un miel d'offrande. Il est dans les offrandes traditionnelles, dans les cérémonies traditionnelles. Et c'est aussi un miel médicinal. Quel honneur avec la petite abeille qui va avec. Ça, il est liquide. Il est très parfumé. Oui, il est très fruité. Ah ouais. Au milieu de l'immense forêt yucatèque s'étend la réserve naturelle de Punta Laguna. Ce lac immense et la forêt qui l'entoure sur près de 6000 hectares est depuis toujours le terrain de jeu d'Augusto. J'ai grandi dans la communauté maya de Punta Laguna et j'ai commencé à travailler ici à l'âge de 8 ans. Mes grands-parents furent quelques-uns des fondateurs de cette réserve naturelle. C'est eux qui ont eu l'idée de sauvegarder ce lieu et de protéger les animaux qui y vivent. Ici, c'est le paradis. Pour les Mayas, la forêt est sacrée. Aussi, avant d'y pénétrer, Augusto n'oublie jamais de solliciter la protection des esprits par l'intermédiaire du chaman. Bonjour, sois le bienvenu. Nous allons procéder à la cérémonie de purification. Le chaman a beaucoup d'expérience et de sagesse.
C'est comme un guérisseur. Il sait beaucoup de choses sur les plantes médicinales qui peuvent te guérir de maux de tête et d'autres maladies. Ils peuvent aussi soigner des morsures de serpents. Ils sont en contact avec les dieux et les esprits. C'est aussi une forme de respect pour la nature et les dieux qui protègent cette forêt et les animaux qui y vivent. En protégeant leur forêt, les habitants de Punta Laguna ont permis à toutes sortes d'animaux d'y prospérer en toute sécurité. Parmi eux, les fameux pumas et jaguars. Mais l'animal emblématique de Punta Laguna, celui qui a permis à cette forêt d'être classée réserve fédérale, c'est le singe araignée. Il y a des singes araignées ici. Ils sont tout là-haut en train de manger. Les singes araignées sont très rapides et agiles. C'est pour ça qu'on les appelle singes araignées. Ils ont une queue et des bras très longs et seulement 4 doigts. Je travaille depuis 18 ans avec les chercheurs et les biologistes qui étudient le comportement des singes araignées. Au total, il y a 450 singes araignées dans toute la réserve. Il y en a beaucoup dans tout le Yucatan. Mais c'est ici, à Punta Laguna, qu'ils sont le plus protégés. Sur le chemin du retour, un étrange cri un peu effrayant s'élève de la forêt. Celui du singe hurleur noir, un primate ressemblant à un petit gorille de 12 kilos. Augusto ne met pas longtemps à le localiser. On fait ces vocalises pour les appeler et pour qu'ils nous répondent. Et comme ça, on les situe plus rapidement. Ils ont beaucoup de façons de communiquer entre eux. Ils ont aussi des cris d'alarme quand il y a un danger, quand il y a un félin qui rôde. Ils se préviennent entre eux et se coordonnent. Ici, c'est leur nouveau territoire. Cette famille a quitté le groupe qui est de l'autre côté de la lagune pour venir s'installer ici. Et peu à peu, la famille va s'agrandir et créer un autre groupe. Comme à Augusto, la plupart des hommes se sont formés au métier de guide naturaliste. Les femmes, elles, ont créé un petit marché artisanal communautaire. C'est ma maman. Elle brode à la main des dessins de singes pour les vendre aux touristes. Le matin, pendant que l'on travaille dans les forêts, les femmes, après avoir cuisiné, font un peu d'artisanat. À tour de rôle, elles vont le vendre aux touristes de passage et partagent entre elles. Si ce projet d'écotourisme, initié et géré par les Mayas de Punta Laguna, a permis de sauvegarder la biodiversité locale, il n'a pas pour autant changé le mode de vie de ses habitants, qui préfèrent toujours vivre dans les palapas traditionnels. On n'est pas les seuls à vouloir visiter le site archéologique de Tulum. Je crois qu'en ce moment, il doit être à 2000 personnes par jour. Oh là là, ah, c'est grandiose, c'est magnifique. Hein.
Ah oui, c'est le seul site qui est au bord de la mer. Ouais. Donc là, on est vraiment au bord de la mer des Caraïbes. Avant, ce site-là s'appelait Zama. Et Zama, ça veut dire l'aube, puisque le soleil se lève sur la mer. D'ailleurs, on raconte que les conquistadors, quand ils sont arrivés ici, sont vraiment tombés sous le charme de Touloum. Voilà, et ils l'ont identifié comme une ville du niveau de Séville. Il faut imaginer que tous les bâtiments étaient peints en blanc, donc il y avait un côté comme ça majestueux. Alors on retrouve une architecture assez typique, assez caractéristique de l'architecture maya, des toits plats. Oui, des toits plats avec des colonnes. Là, on est sur des maisons nobles, comme ça, avec des colonnades. Et là, avec de la pierre calcaire, ici, il y a beaucoup de pierre calcaire ici. Ah, et là, face à nous, alors, c'est magnifique ce qu'on a là. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Castillo, donc c'est le point le plus haut du site. Donc on a surtout 3 représentations du dieu descendant. Les archéologues nous disent que c'est Amuzemkab, le dieu des abeilles, qui apporte les abeilles à l'homme, donc c'est pour ça qu'il descend. C'est pour ça qu'il a la tête en bas, c'est pour ça qu'on l'appelle le dieu descendant. Il apporte. On comprend pourquoi les Mayas sont venus s'installer ici. Le site est absolument magique, grandiose. C'est un site privilégié, ouais. Donc entre la mer d'un côté, la barrière de corail qui le protège, sur la route de commerce, une des routes principales de commerce maritime. On imagine que les marins qui arrivaient par la mer voyaient tout de suite le site de Touloum. Voilà, et aussi de nuit, puisque la fonction de la grande pyramide était aussi un phare, donc qui indiquait une entrée pour passer la barrière de corail. Esperar la indicación de esta persona. No te adelantes porque esto puede llegar a verse como muy autoritario de tu parte. Entonces, lleva las indicaciones poco a poco y no hay que interrumpir. Là, on est en train d'arriver dans la zone maya de Touloum. Donc, il y a 8 villages, 8 communautés mayas qui sont installées là depuis longtemps. Et dans tous ces villages-là, on a des ruchers de nos abeilles Melipona. Et ça fait partie du programme de développement de la méliponiculture qu'on est en train de développer depuis des années. Parce qu'on parle de méliponiculture. Méliponiculture. Exactement. L'apiculture locale, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot pour dire bonjour en maya? On dit malokin, qui signifie bon soleil. Oh, c'est joli ça. Ouais. Bon soleil. Bon soleil. C'est une journée très particulière car nous offrons notre miel afin de célébrer le mois qui commence. Et on fait des offrandes pour le nom de Amuzemkab. Il est le dieu des abeilles, celle qui nous donne ce miel. Regarde ces maïs. Les différents types de maïs qu'ils cultivent encore ici dans la zone. Et ce maïs, c'est vraiment la base de votre alimentation? Oui, mais en plus d'être à la base de notre alimentation, c'est un signe de nos ancêtres pour nous montrer comment nous entendre entre nous. Il dit que nous sommes tous des frères. Regarde toutes ces couleurs. Il y a les mêmes chez les gens qui marchent dans la rue. Même si quelqu'un est d'une autre couleur, c'est ton frère et tu dois le respecter. Et c'est le maïs qui t'apprend ça. Et en parlant de nourriture, on va aller voir les maîtresses de maison qui sont en train de nous préparer un déjeuner. Voilà, un déjeuner. Qu'est-ce que c'est gentil. On est bien reçus, franchement. Okay. Merci pour cette sagesse et pour cette belle cérémonie. Merci beaucoup.
Bonjour. Patty. Bonjour Patty. Vous êtes très élégante Patty, vous êtes très belle. Oui, c'est une robe traditionnelle. Et alors là, c'est quoi ce principe de cuisson enterré là? Racontez-moi. Là, nous sommes en train de faire un pib. D'accord. C'est le four enterré. C'est une technique traditionnelle. Ici, on mange beaucoup de choses cuisinées dans la terre, comme le poulet mariné et des choses comme ça. Tu peux les enterrer dans le four pib. J'ai vraiment hâte de goûter ça, hein. Ça doit avoir une saveur particulière. On va voir. Qui est le chef de famille alors là? C'est Don Antonio. El jefe. Elles sont où vos abeilles? Elles sont là-bas, je vais te montrer. Montrez-nous comment elles vont ces petites méliponas ici. Ouais. Ah voilà tes ruches. On a à peu près la même installation que chez toi, hein? Ouais. On a l'habitude de se laver les mains avant de nous occuper des abeilles. On s'en occupe avec autant d'attention que pour un enfant. Elles sont très bonnes avec nous. Elles font partie de la famille. On travaille ensemble. Regarde comme ça se passe à l'intérieur. Comment tu as réagi quand Stéphane est venu avec l'idée de sa fondation pour protéger les abeilles? Ça m'a beaucoup plu, parce qu'elles avaient totalement disparu. Alors je le remercie beaucoup pour ce grand effort. Nous avons maintenant une base pour pouvoir travailler avec les méliponas. T'as l'impression que ça a changé quelque chose dans ton existence de t'occuper des abeilles aujourd'hui? Oui, cela a totalement changé. Car lorsque nous avons besoin de médicaments pour nous protéger ou protéger les enfants, nous pouvons en fabriquer grâce au miel de ces abeilles. Merci mes frères. Merci, c'est gentil. Gracias. Alors c'est vrai que cette technique de cuisson donne un petit goût de fumée, assez léger, hein, c'est assez fin, c'est très bon. Ils sont absolument charmants, je comprends pourquoi tu t'es attaché à eux, pourquoi tu as voulu travailler avec eux. Et ce que je comprends, c'est qu'en protégeant ces abeilles, méliponas, c'est aussi toute la culture maya qu'on protège. Exactement, hein? Exactement. C'est un lien, et c'est plus qu'un symbole, c'est un lien puissant, et pour vraiment aller rechercher et sauvegarder tous les us et coutumes et de la grande tradition maya. Ouais, bah merci de m'avoir fait partager tous ces beaux moments. C'est un plaisir.